sommes indépendants. Oh, c'est le jour des indépendants. Nous sommes indépendants. Oh, quelle joie des indépendants. Nous sommes indépendants. Oh, quelle joie des indépendants. Nous sommes indépendants. Oh, quelle joie des indépendants. Nous sommes indépendants. La décolonisation est le dernier épisode d'une histoire qui remonte au voyage de Magellan. La découverte de l'autre, le sauvage, transforma l'homme de la Renaissance en dominateur impuni. Les marchands ont vite remplacé les grands explorateurs et le sauvage devint un mythe, un homme à qui l'on conféra peu de réalité. La colonisation a commencé sur cet équivoque qui fut synonyme d'abondance puis de guerre. Après des siècles, le bon sauvage prit les armes et nul pays colonisateur n'échappa à la décolonisation. La France non plus. Et pourtant, cette dépossession a engendré des pays indépendants qui, en retour, ont rendu décidément universelle la langue française. Le 13 mai 1958, Alger portait au pouvoir un homme qui, loin de garder à la France les pays qu'elle a colonisés, s'est fait le médiateur de leur volonté d'indépendance. Invité à dire oui ou non à la communauté, il s'est trouvé un pays qui a dit non, la Guinée, et dont l'indépendance a peut-être précipité celle de ses voisins africains. L'Afrique de langue française forme un bloc consistant sur cet immense continent, de la Méditerranée jusqu'au cœur de l'autre Afrique. La décolonisation a dévoilé une mosaïque de pays francophones qui ont rompu l'équilibre linguistique du monde. Des millions d'hommes qui n'avaient pas de statut redonnent à la langue qu'on parlait jadis dans les chancelleries un nouveau statut international. Il importe maintenant d'évaluer ce phénomène spectaculaire de la diffusion du français dans le monde et l'effort de la France pour le continuer. Eh bien, écoutez, cet effort, je crois que je peux l'évaluer uniquement pour une zone, mais qui est une zone privilégiée sur le plan de la culture française, qui est l'ensemble des pays africains et malgaches, depuis la Mauritanie jusqu'à Madagascar, qui faisaient jadis partie de l'Union française et qui aujourd'hui sont indépendants. Là, le ministère de la Coopération maintient des liens d'aide et d'assistance technique très étroits. Pour s'en tenir à l'aide en matière d'enseignement et de formation, je crois que nous dépensons chaque année environ 65 à 70 millions de dollars pour envoyer des professeurs, il y en a 4000 aujourd'hui, pour aider ces États à construire des écoles, pour faire fonctionner des établissements d'enseignement supérieur, pour leur donner des bourses, pour organiser des stages de formation accélérée et pour aider l'enseignement privé, catholique en grande partie, dans ces pays à se maintenir et à se développer. Maintenant que les pays d'Afrique du Nord et de l'Afrique noire française sont indépendants et en quelque sorte séparés de la France, il est possible d'évaluer leur degré de francisation. La pénétration culturelle française est-elle profonde et irréversible dans tous ces États africains? La pénétration française est considérable pour deux raisons. La première raison tient à la dispersion, à la grande multiplicité de groupes ethniques de la plupart de ces États, qui fait qu'à l'exception peut-être de la Mauritanie, où l'arabe, une certaine forme d'arabe est langue nationale, et de Madagascar, où le malgache est une langue ayant des traditions et une culture, dans tous les autres États, c'est le français qui est finalement la langue de l'unité. Il y a des pays comme le Sénégal, comme le Mali, où certains dialectes vernaculaires ont un assez grand rayonnement, mais ils ne touchent pas malgré tout la totalité de la population. Donc disons que la pénétration française est d'abord le fait qu'elle constitue l'unité du pays sur le plan de l'administration comme de la culture, et ce phénomène est très important au moment où ces pays sont devenus des États qui doivent être gouvernés, administrés et développés. Puis le deuxième facteur d'expansion du français, c'est le fait que ces pays, en étant indépendants, sont entrés dans la vie internationale et qu'ils ont besoin, pour communiquer avec le monde qui leur apporte des concours, de l'aide, communiquer avec les organisations internationales, ils ont besoin d'une langue internationale qui se trouve dans leur cas le français. Mais à toute fin pratique, comment déterminez-vous qui est vraiment francophone? Eh bien, évidemment, si vous prenez le paysan Mossi, qui n'a jamais été à l'école, puisque nous avons des pays où le taux de scolarisation est encore très bas,
il est évident que sa langue maternelle, sa seule langue maternelle, c'est le dialecte de son village. Il est possible qu'il connaisse quelques bribes de français parce qu'il a été en communication pour des raisons économiques ou pour des raisons religieuses, avec un commerçant ou avec un missionnaire. Mais nous ne le considérons pas comme francophone. Nous considérons comme francophones les gens qui peuvent à la fois lire et écrire le français. Et là, il y en a forcément un nombre assez réduit, puisque le taux de scolarisation de certains de ces pays est encore assez bas. Nous considérons pour le moment que sur une population de 40 millions d'habitants, il y a 4 millions de francophones, en ce sens strict et étroit que nous prenons, c'est-à-dire de gens parlant et écrivant le français. Mais le nombre s'accroît chaque jour, puisque ceux qui ne sont pas francophones ne sont pas anglophones ou ne parlent pas une autre langue de culture, ils sont donc des francophones en puissance. La défaite française de 1940 a été celle de la France métropolitaine. Les colonies éloignées ont relevé la tête et se sont ralliés au gouvernement provisoire du général de Gaulle. Ces pays colonisés par la France continuaient en quelque sorte la France défaite sans lui ressembler. Ici. La conférence de Brazzaville, en 1944, confirma cette grande évidence et établit les fondements de l'Union française. Félix Éboué, ce noir latinisé, qui était à l'époque gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, présida cette rencontre de la survivance française. Les pays colonisés par la France manifestaient de façon surprenante une volonté de demeurer en quelque sorte français. Mais peut-être faut-il chercher ailleurs que dans cet événement ce qui caractérise profondément la colonisation française. Elle a différé, je crois, en grande partie par l'ambition, par la nature du projet. Je crois qu'il y a deux orgueils assez différents, l'orgueil britannique et l'orgueil français. L'orgueil britannique porterait plutôt, je pense, nos amis anglais à penser qu'aucun peuple ne peut être tout à fait assimilé et ressemblant à eux-mêmes, qu'il y a une telle originalité de la civilisation, de la race du peuple anglais, que si cultivé et amical que soit un Indien ou un Birman, il ne peut pas devenir, à vraiment parler, un Anglais. L'orgueil français est différent et la France a une si haute opinion d'elle-même qu'elle pense qu'on ne peut pas faire plus de bien à un pays qu'en le transformant en elle-même, ou du moins des citoyens d'un pays, en le transformant en elle-même. Et ce qu'elle a essayé de faire en Afrique, même en Asie, vis-à-vis des peuples vietnamiens, cambodgiens ou laotiens, et dans les autres pays d'outre-mer qu'elle a colonisés. Je crois que c'est cette différence fondamentale, cette tentative d'intégrer, ou même, pour employer le mot fort, et qu'on emploie généralement, d'assimiler, qui a causé le côté pathétique au problème de la décolonisation en France. C'est qu'il a fallu pratiquement arracher du corps national français des hommes qu'on avait tenté d'y faire entrer. La colonisation anglaise étant essentiellement technicienne, une forme de guidance, de contrôle, on a pu un jour choisir froidement de ne plus faire équipe, n'être plus dans le même team de football que les Indiens ou les Birmans ou d'autres peuples. Alors que du côté français, ce n'était pas une affaire d'équipe, c'était presque une affaire de famille, c'était une affaire de... Et vous savez que les conflits entre frères sont les plus cruels, n'est-ce pas, plus qu'entre amis encore et qu'entre équipes. Et nous avons eu des conflits de fraternité brisés, et je crois que c'est ce qui a donné son caractère particulièrement dramatique à la décolonisation française et à celle qui est en train de s'achever maintenant, la décolonisation algérienne, puisque c'est peut-être là où la tentative d'assimilation a été la plus profonde, en un sens avait été la plus réussie aussi, et a fait le plus saigner. Au moment où il a fallu séparer, on a déchiré, et la déchirure est extrêmement cruelle, incontestablement. Après la victoire, la France comprit mal que les colonies d'avant la guerre se soient transformées. Les conflits éclatèrent au cœur même de cette union de pays que nulle urgence ne rendait désormais sacrée. Après 1945, partout dans le monde, les colonisés parlent un nouveau langage, celui de la révolte interminable, celui de l'indépendance à tout prix.
D'Extrême-Orient vient un homme déterminé, d'une maturité politique qu'on avait peut-être sous-estimée. Ho Chi Minh, à Paris, inaugure cet après-guerre français fait de guerres et de négociations, de malentendus et de grandes démonstrations de bonne foi. L'Indochine exotique des chansons et des récits de voyage se transforma rapidement en champ de bataille. La riposte française ne manquait pas de présomption et Dien Bien Phu marqua, en 1954, la défaite d'une armée aguerrie par une armée qu'on croyait inexistante. En juillet 1954, les accords de Genève consacraient la partition du Vietnam, mais aussi la victoire politique d'Ho Chi Minh. Un premier fragment se détachait de l'Union française. En 1947, le sultan Mohamed V se rend à Tanger, encore sous protectorat espagnol, pour manifester l'unité du Maroc. La lutte du Maghreb contre la France s'insérait dans un mouvement mondial de décolonisation. Les négociations engagées avec la France deviennent vite un dialogue de sourds. Le résident général se fait un allié du Glaoui pour déposer Mohamed V. La conjuration échoue, mais le sultan est contraint de désavouer l'Istiklal. La France ne veut rien céder aux poussées nationalistes du Maroc et de la Tunisie, où Bourguiba exhorte à la révolte. La France achemine Bourguiba vers les prisons métropolitaines, et pour se venger, l'Arabe boycotte son partenaire colonial. Partout dans le Maghreb, l'Arabe et son tuteur colonial se surveillent, se mettent mutuellement hors de leur loi. On se fait une guerre larvée de mauvaise foi et de résistance. Le sultan du Maroc continue, en dépit de tout, à proclamer un arabisme en tout point conforme à la doctrine révolutionnaire de l'Istiklal. À l'exaltation des Marocains, la France répond par un acte inusité et brutal. Mohamed V est finalement déposé. Ben Arafat, sultan agréable au gouvernement français, n'est que la doublure maladroite d'un premier rôle qu'un peuple tout entier réclame. L'équivoque colonial est démasqué à grands cris par les Arabes. La révolution arabe n'a pas été improvisée selon des circonstances accidentelles. Cette révolution qui a émergé brutalement de Tunis à Rabat a une longue histoire, des martyrs, des héros, et semble obéir à des impératifs profonds comme ceux dont nous parle Messali Hadj. Nous avons certes été battus en 1830, mais nous ne l'avions jamais accepté. Nous portions en nous-mêmes toujours l'idée de nous libérer un jour ou l'autre. Et la résistance algérienne est restée pour nous un exemple qui a été renforcé précisément par une situation économique, par une situation politique, par une exploitation, par une expropriation de tous nos biens et de tous nos moyens d'existence. Également, nous, en tant qu'enfants, nous avons déjà vécu, nous nous sommes rendus compte des injustices graves qui étaient faites à l'égard de la population musulmane algérienne. Nous étions chez nous, mais nous étions des étrangers. Nous étions des sujets pour servir, et c'est tout. Nous avons entendu, en tant qu'enfants, nos parents, avec les cheveux blancs, se plaindre de cette situation. J'ai vu mon père aller faire la corvée dans la ville de Tlemcen et surveiller les Français pendant qu'ils dormaient. Mon père me disait, vois-tu mon enfant, à mon âge, je vais surveiller le sommeil des envahisseurs. N'est-ce pas là une tristesse? Et c'était une corvée qui était imposée à la population. Il fallait aller surveiller pendant la nuit les quartiers français. Voilà. Cela m'a révolté de voir mon père
rentrer à 1 h du matin, froid, glacé à son âge, 60 ans, 70 ans. Dans mon esprit d'enfant, j'étais révolté déjà à l'idée de voir cette situation. Mais par la suite, dans mes déplacements, dans mes voyages, j'ai été amené à lire beaucoup et à prendre contact avec les autres civilisations, ce qui m'a permis de lire et de relire les révolutions de tous les pays du monde, ou d'une partie des pays du monde. Donc la Révolution française, la Révolution russe, la Révolution turque, le soulèvement de l'émir Abdelkrim dans le Rif, les soulèvements chez nous, parce que nous avons assisté à notre propre soulèvement. J'ai donc, avec ces impressions de jeunesse, avec ce que j'ai vu, n'est-ce pas, personnellement, avec ce que j'ai appris, alors je me suis dit, il faut arriver à faire quelque chose pour délivrer ce peuple. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il suffisait de porter à la connaissance de l'opinion notre situation pour trouver droit à notre revendication nationale. Mais de bonne heure, j'ai compris que cela était absolument possible et qu'il fallait pousser, faire accoucher les événements. Nous aurions préféré que le gouvernement français prenne en considération nos revendications. Et nous aurions préféré aller à une émancipation à partir au moins, n'est-ce pas, de la Première Guerre mondiale. Mais par la suite, nous avons constaté que cela était impossible. Et je crois que nous avions bien vu en ce sens, et qu'aujourd'hui même, après 130 ans d'occupation militaire, politique, et après 7 ans et demi de révolution, on n'en a pas encore fini avec la décolonisation. Pour moi, la Révolution française n'est pas terminée. Parce que le peuple français est parti pour se libérer, non pas tant sur une question politique, mais sur le plan social et économique. Mais je constate jusqu'à maintenant que les Français sont encore de lutter pour obtenir des améliorations sociales. Or, quelle est notre situation en comparaison à celle du peuple français? Elle est loin, elle est loin. Donc, nous avons ce qu'on appelle les lendemains de l'insurrection. Et ces lendemains sont peut-être plus à craindre que la révolution elle-même. En 1954, le jour de la Toussaint, la révolution s'annonce en Algérie par le sang et la terreur. Mais finalement, les triomphes surviennent. Bourguiba, libéré de prison, devient chef d'État. Mohamed V, exilé à Madagascar, est ramené en triomphe par un autre gouvernement. En 1956, le Maroc et la Tunisie deviennent indépendants. Mais l'Algérie, c'est la France. Guy Mollet, président du Conseil, est mal reçu par les Français d'Alger, qui dénoncent la politique trop libérale de Paris à l'égard du nationalisme algérien. On capture et l'on emprisonne alors Ben Bella, un rebelle. Pendant que dans le maquis, le FLN prépare des milliers d'Algériens à une guerre à mort, Alger révèle sa force dans de grandes manifestations populaires qui mêlent les colonisateurs aux colonisés. À partir de 1958, les événements se précipitent dans ce pays éclatant de conflits accumulés. Zone française, zone moins française ou française autrement, Alger se partage selon les frontières du sang et des idées. Les barricades bloquent une circulation qui ne se fait plus harmonieusement entre deux peuples.
Bataille de rue, consultation populaire, coup d'État, voilà les thèmes majeurs de cette lutte indécise que l'histoire appelle déjà la guerre d'Algérie. En 1962, Ben Bella devient président de la République algérienne, centre d'un Maghreb encore francophone, où des milliers d'instituteurs français enseignent leur langue. Sera-t-elle supplantée par la langue arabe? Nul ne le sait encore. Là, comme en Afrique noire, la langue française demeure l'une des données principales d'un problème linguistique que l'indépendance n'a fait que poser avec plus de clarté. Pour ce qui est de l'Afrique noire, puisque l'Afrique se trouve partagée entre des races différentes, pour ce qui est de l'Afrique noire, où nous avons une multiplicité de langues et où la plupart de ces langues n'ont pas d'écriture, sauf une écriture empruntée, notamment à un alphabet étranger, latin par exemple. S'il me paraît que la nécessité de transcrire ces langues dans un alphabet moderne ne doivent pas être un préalable à toute autre construction, je crois tout de même que dans l'avenir, nous devrons nous préoccuper de transcrire nos langues dans des alphabets modernes de manière à pouvoir les écrire, parce qu'en fin de compte et à long terme, il sera nécessaire d'exprimer nos cultures, d'exprimer notre vision du monde dans nos propres langues. Mais la scolarisation que cela implique ne risque-t-elle pas de provoquer un certain déchirement, que vous avez d'ailleurs exprimé dans votre livre L'aventure ambiguë, dont l'Africain partagé entre deux pôles de culture, la sienne et l'occidentale que lui apporte la langue française? C'est cela. Mais il s'agit là véritablement de cas relativement exceptionnels. Ce qui nous importe pour le moment lorsque nous parlons de culture, c'est le nombre, c'est la quantité statistique. Ces Africains qui sont partagés, qui sont déchirés, ainsi que j'ai pu les décrire dans mon livre, sont un peu l'exception. Ce sont ceux-là qui ont été le plus loin possible dans ces cultures occidentales notamment, sans pour autant avoir rompu réellement avec leurs traditions. Et je crois que c'est le fait pour eux d'avoir été si loin dans la culture occidentale qui est la cause de cette tension que j'ai décrite. Mais cette tension ne se rencontre pas chez la moyenne des Africains, même s'ils ont été un peu à l'école, même s'ils parlent un peu le français, par exemple, pour nous, Sénégalais. Elle ne se rencontre qu'à partir d'un certain niveau de culture. Et je crois que pour l'ensemble de la collectivité africaine, cette tension ne se rencontrera précisément que dans 10-15 ans, encore une fois, lorsque le degré de scolarisation aura monté pour l'ensemble de la collectivité sénégalaise, par exemple. La colonisation a eu des effets très divers et même contradictoires. C'était un phénomène de domination, incontestablement, et par là même une certaine menace pour la personnalité, l'intégrité de la personnalité des peuples colonisés. Mais en même temps, la colonisation a apporté, a véhiculé, si vous voulez, non seulement des moyens de protestation, de révolte, mais aussi tout simplement d'instruction, de culture. Si bien que ce que la colonisation a laissé de meilleur derrière elle, c'est l'école, c'est la scolarisation, qui est de toute manière un instrument de libération et qui dépendra de l'usage politique qui en sera fait par les uns ou les autres. On peut déjà apercevoir, en tout cas, des énormes difficultés pour les Africains dans l'avenir, étant donné que nous aurons deux ensembles, un anglophone et l'autre francophone, et que au moins les hommes cultivés d'Afrique seront obligés d'être bilingues, francophones et anglophones, sans compter la survie de leur dialecte d'origine et éventuellement l'expansion de dialectes intermédiaires comme le bambara ou d'autres dialectes qui pourront peut-être servir de rassemblement pour des grands ensembles. Le problème linguistique risque d'être extraordinairement compliqué pour les Africains, ayant à la fois une ou plusieurs langues d'origine, plus une langue administrative, véhiculaire, culturelle,
qui sera une des grandes langues internationales. Aussi, la rencontre du français et de l'anglais dans le monde va avoir son expression en Afrique, et nous ne savons pas encore si cela créera des situations de conflit et lesquelles. L'homme africain a hérité d'un redoutable problème, et même à certains égards une alternative. Est-ce qu'il est possible de garder à la fois un fonds africain qui souvent est très archaïque, a des valeurs considérables certes, mais qui ne tiennent pas le coup, n'est-ce pas, le choc, en face de la pression de l'esprit scientifique, de l'esprit technique, je dirais des méthodes de pensée, allant depuis la science jusqu'à l'administration, la conception de la vie politique, une conception d'ensemble du monde. Aussi, c'est un problème pour chaque homme de culture en Afrique de savoir quel nouvel équilibre il va inventer. Au fond, c'est, en ce sens, cette synthèse, elle est entièrement à faire. À l'heure de la décolonisation, la langue française n'appartient plus à la seule France, mais à un monde plus vaste qui cherche son équilibre. Indépendants, oh quelle joie des indépendants. La Côte d'Ivoire indépendante, oh quelle joie des indépendants. Le Mali indépendant, oh quelle joie des indépendants. Le Sénégal indépendant, oh quelle joie des indépendants. La Guinée indépendante, oh quelle joie des indépendants. Le Ghana indépendant, oh quelle joie des indépendants. Le Canada indépendant, oh quelle joie des indépendants. Le Togo indépendant, oh quelle joie des indépendants. Libéria indépendant, oh quelle joie des indépendants. Nigeria indépendant, oh